Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 27 mai, je vous propose de revenir tout d'abord sur la tournée de la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong dans le Pacifique, où elle s'est rendue aux Fidji, au Vanuatu et au Tonga. Nous resterons ensuite dans cet archipel des Tonga, où une commission parlementaire a conclu à l'inconstitutionnalité d'une proposition qui vise à faire de l'archipel un pays officiellement chrétien. Nous resterons dans le Pacifique pour évoquer l'exploitation minière des fonds marins avec l'entreprise canadienne The Metals Company qui vient de confirmer son intention de contourner l'autorité internationale des fonds marins en demandant un permis d'exploration minière directement auprès des États-Unis, suscitant de vives critiques de la part d'autres pays et d'ONG de protection de l'environnement. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Chine, où ont lieu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, toute une série de manifestations de travailleurs suite à des salaires impayés, dans un contexte de fortes difficultés économiques. La ministre des Affaires étrangères australienne a achevé sa tournée dans le Pacifique, où elle s'est rendue la semaine dernière aux Fidji, au Tonga et au Vanuatu. Le média australien Radio Australia a précisé que la visite de Penny Wong visait à réaffirmer l'engagement de l'Australie dans la région, peu de temps après les élections fédérales qui ont vu une nouvelle victoire des travaillistes dans les urnes. L'autre élément de contexte de cette visite était la candidature de l'Australie pour co-organiser en 2026 la COP31 de manière conjointe avec les États insulaires du Pacifique. La tournée de Penny Wong a débuté avec une visite aux Fidji, où elle s'était déjà rendue en 2022 et où elle a rencontré le Premier ministre Sitiveni Rabuka pour discuter de la manière de renforcer le Vu Valley Partnership, un accord de partenariat signé en 2019 pour renforcer la coopération, la consultation et l'amitié entre les deux pays. La chef de la diplomatie australienne s'est ensuite rendue au Tonga, où elle a rencontré le Premier ministre Aisake Eke, qui dirige actuellement la présidence tournante du Forum des îles du Pacifique. Elle a également rencontré le ministre de la Défense de l'archipel, le prince Tupouto'a Ulakalala. Penny Wong a annoncé 50 millions de dollars australiens de financement sur 4 ans dans le domaine de la santé, de l'aide économique et de l'égalité des sexes, ainsi que 4 millions de dollars supplémentaires pour moderniser les cliniques régionales. Et la tournée s'est conclue avec une visite au Vanuatu, où l'Australie a apporté une aide humanitaire d'urgence de 2 millions de dollars australiens et dépêché une équipe de 67 personnes pour aider aux opérations de secours après le séisme meurtrier de magnitude 7,2 qui a frappé l'archipel en décembre dernier. Penny Wong, qui a rencontré le Premier ministre Jotam Napat à Port Vila, a annoncé une aide supplémentaire de 6 millions de dollars australiens pour aider à la reconstruction post-séisme. Notons que la Chine se prépare à accueillir demain et jeudi la 3e réunion entre la Chine et les ministres des Affaires étrangères du Pacifique qui se tiendra en présentiel cette année. Doivent être présents les ministres des Affaires étrangères des Kiribati, de Nauru, de Niue, des États fédérés de Micronésie, des îles Salomon, du Vanuatu, des îles Cook et des Fidji, mais aussi de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une rencontre qui vise, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, à renforcer la solidarité, la coordination et la poursuite du développement et de la prospérité commune. Aux îles Cook, une commission parlementaire a rejeté une proposition visant à déclarer l'archipel une nation chrétienne. La commission spéciale sur les organisations religieuses, établie l'année dernière et présidée par le ministre des Affaires étrangères Tingika Elikana, a présenté un rapport jeudi dernier au Parlement, un texte qui affirme que la proposition va à l'encontre des droits humains fondamentaux et notamment de la liberté religieuse et de la liberté d'expression qui sont garantis par l'article 64 de la Constitution de l'archipel. La Commission évoque aussi un risque de discrimination contre les croyances non chrétiennes.
La proposition, qui a été introduite par la Cook Islands Christian Churches, demandait en effet d'amender la Constitution pour inscrire la protection et la promotion de la foi chrétienne comme la base des lois et de la gouvernance du pays, mais aussi d'interdire l'introduction de religions non chrétiennes dans l'archipel. Cité par le quotidien local Cook Island News, le président de la commission a rappelé que le préambule de la Constitution affirmait déjà l'importance des principes chrétiens dans l'archipel, tout en reconnaissant l'héritage des principes chrétiens. Le rapport de la commission conclut également que le Religious Organizations Restrictions Act, qui restreint actuellement l'établissement d'organisations religieuses dans le pays, était inconstitutionnel et devait être abrogé. Ce texte exerce, selon la commission, une discrimination à la fois contre les religions non chrétiennes et les athées, mais aussi contre les autres croyances chrétiennes qui ne font pas partie des 4 catégories autorisées par le ministère de la Justice. Notons que la commission s'est contentée de faire des recommandations auprès du ministère de la Justice, mais que ces conclusions n'ont pas d'effet prescriptif. L'entreprise canadienne The Metals Company, ou TMC, a confirmé la semaine dernière qu'elle ne ferait pas de demande de permis d'exploitation minière auprès de l'Autorité internationale des fonds marins en juin prochain, mais passerait plutôt directement par les États-Unis. Cette déclaration intervient quelques semaines après la signature par le président américain Donald Trump, le 24 avril dernier, d'un décret ouvrant la voie à l'extraction minière sous-marine au-delà des eaux américaines, allant à l'encontre du droit international et de l'Autorité internationale des fonds marins, qui régule les activités en haute mer, où les pays ne sont pas compétents. Mais les États-Unis ne sont pas signataires de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui a donné à l'Autorité internationale des fonds marins la compétence pour réguler les activités en haute mer, y compris les activités minières. Selon le décret américain, le secrétaire au commerce des États-Unis doit accélérer la délivrance de permis d'exploration et d'extraction à des fins d'exploration. Radio New Zealand a précisé que l'entreprise canadienne allait tout de même renouveler son permis d'exploration obtenu auprès des autorités de Nauru. The Metal Company veut exploiter une grande zone de 25 000 km² dans la zone Clarion-Clipperton, située dans le Pacifique Nord. L'annonce de l'entreprise canadienne a été critiquée par plusieurs pays et ONG, et notamment par la Chine. L'ambassadeur chinois en poste à Nauru, Lu Din, a accusé Washington de violer la Convention du droit de la mer en créant un mécanisme autorisant le contournement de l'Autorité internationale des fonds marins. La secrétaire générale de cette autorité, Laetitia Carvalho, a quant à elle rappelé que les États-Unis n'avaient pas la compétence pour distribuer des permis dans la zone Clarion-Clipperton. Les ONG, de leur côté, soulignent le risque que pose le décret pour les écosystèmes marins fragiles et encore très méconnus des scientifiques, rendant ainsi très difficile l'évaluation de l'impact environnemental d'une telle exploitation. Car ce qui intéresse l'industrie dans ces fonds marins, ce sont les nodules polymétalliques, riches en minerais stratégiques pour l'industrie, tels que le cobalt, le manganèse ou encore le cuivre, utilisés notamment dans les batteries électriques. Le média américain Radio Free Asia, qui fonctionne à régime réduit depuis le gel des financements par l'administration Trump, a récemment rapporté une série de manifestations de travailleurs en Chine suite à des salaires non versés. Il s'agit de travailleurs issus du secteur de la construction, des usines de textile ou de manufacture, mais aussi d'enseignants et de membres du personnel médical qui réclament, dans différents cas situés dans différentes provinces, le paiement de leur salaire. Radio Free Asia évoque plusieurs manifestations filmées et postées sur la plateforme X par des journalistes citoyens et notamment par @YesterdayBigCat qui postent régulièrement des informations sur des manifestations ayant lieu en Chine. Le compte a notamment posté le 16 mai dernier la vidéo d'une manifestation d'ouvriers de la construction campant devant le siège de Guangxi Power Transmission and Transformation Construction Ltd, ou encore la manifestation d'ouvriers du textile qui ont campé pendant au moins 2 jours devant la maison de leur patron à Haimen dans la province du Jiangsu. Des cas similaires ont été rapportés en Mongolie intérieure, dans le Hunan, dans le Hebei ou encore à Canton, mais aussi dans la province du Fujian, où plusieurs centaines d'ouvriers d'une usine de chaussures se sont mis en grève suite à des salaires impayés et à des baisses de salaires jugées injustes. Radio Free Asia a aussi rapporté vendredi dernier qu'un ouvrier d'une usine textile dans le comté de Pingshan, dans la province du Sichuan, avait mis le feu à son usine en accusant la direction de ne pas lui avoir versé son salaire de 800 yens, soit environ 98 €. L'incendie a mis 37 heures à être éteint par les pompiers et a provoqué des débats intenses
entre les internautes. La police chinoise, qui a arrêté et emmené le suspect, a affirmé que le salaire impayé était une rumeur et que l'auteur de l'incendie avait plutôt des idées suicidaires. Selon l'analyse que livre Radio Free Asia, c'est la situation économique difficile, notamment depuis l'imposition des droits de douane américains, qui crée de fortes tensions entre les entreprises et les travailleurs chinois. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.